Fabien Pelouse avec Univisuel pour personnalité ariégeoise première. Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Fabien Pelouse, notre invité dans Personnalité ariégeoise. Mais avant cela, je souhaiterais vous présenter le sponsor de cette vidéo. C'est Temporis. Temporis est une agence sur Pamiers dirigée par deux ariégeoises. Vanessa Fangeau et Alice Bournier sont deux expertes en recrutement. Elles incarnent une vision moderne de la gestion RH en mettant l'accent sur des services personnalisés pour les entreprises et les demandeurs d'emploi. Si vous êtes en recherche d'emploi dans tout secteur d'activité, que ce soit en CDD, en CDI ou en intérim, n'hésitez pas à vous rapprocher de Temporis à Pamiers. Elles sauront vous accueillir. Elles font également de l'accompagnement en formation ou en conseil RH. Mais tout de suite, on retrouve donc Fabien Pelouse pour l'interview. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. On se retrouve donc sur le stade de l'UAS, Ouais. ton premier terrain d'entraînement. Alors, si je me souviens bien, il n'était pas ici même? Là, juste à côté, là, attenant en fait au stade principal de Saverdun, et il n'existe plus maintenant, et c'est devenu le collège de Saverdun. Donc un lieu d'apprentissage, un autre lieu d'apprentissage intellectuel. Alors que moi, il était plutôt sportif, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est là-bas où tu as commencé donc, le rugby. Mais avant ça, si on revient aux sources, il me semble que tu étais d'originaire de Gibel, c'est ça? Et effectivement, la ferme où j'habitais est sur le territoire garonnais. Mais on était plus tourné vers l'Ariège, en fait, vers la plaine ariégeoise. J'ai commencé l'école maternelle à Mazères, sur l'Ers, et j'ai commencé, comme tous les gamins de l'époque, à jouer au foot à Mazères. Parce que de toute façon, il n'y avait qu'un club de foot, donc je ne pouvais pas faire autrement. Et pour être avec les copains le mercredi et le samedi, il fallait bien suivre au foot. Et donc voilà comment j'ai commencé le sport, foot, par le foot. Ouais. Et après, comment tu en es arrivé au rugby? Mes parents ont acheté une maison à Saverdun, que mon père revenait retaper tous les week-ends pour leur vieux jour, en fait, et ils y habitent maintenant. Et en fait, j'avais un moyen de locomotion, et puis c'est le voisin de cette maison, donc, qui, me voyant avec ce gabarit un peu démesuré, me dit « Mais qu'est-ce que tu fais au foot, toi viens jouer au rugby, au rugby, je suis sûr que tu vas performer. » Je pense qu'il avait un peu donné déjà. Oui. Parce que tu mesurais combien à cette époque-là déjà? Ouais, j'étais grand en fait, j'étais grand. Je pense que je devais faire déjà plus d'un 85. J'avais 12 ans, facile, je pense. C'est simple, ma dernière année de foot, j'étais plus grand que l'entraîneur de foot. D'accord. Qui n'était pas bien grand, certes, mais enfin, j'étais 13-14 ans déjà, j'avais 12 ans, j'avais même pas 11 ans, et j'étais plus grand que mon entraîneur. Donc j'ai compris que c'était un peu... Qu'il y avait quelque chose à faire dans le rugby. Que j'étais un peu différent en tout cas. Bien sûr. Et donc Roger Servant, donc la personne, le voisin, m'inscrit pour l'année suivante, donc pour avoir la licence, et que je commence à jouer au rugby. Et en même temps, Saverdun, l'équipe réserve de Saverdun était qualifiée pour la finale de la coupe du championnat de France. Moi, je n'étais jamais sorti finalement de Mazères, Gibel, un peu Pamiers et Saverdun pour aller faire les courses du week-end. Ouais. Et puis c'était mon monde, quoi. Et donc, je pars le dimanche suivant à la finale de la réserve de 3e division. Et donc, avec un train affrété. Et on monte donc en Dordogne. Et en plus, Saverdun gagne. Et c'est la fête. Et moi, je découvre un monde. Et je le découvre de la meilleure des façons, quand même. Que tu ne connaissais pas, un monde festif, sportif. Voilà, une finale de championnat de France, et en plus l'équipe gagne, et c'est la fête. Je me dis, si c'est ça le rugby, franchement je pense que c'est pas mal quand même. Donc, quelque chose à faire, donc ça va me plaire. Et puis après j'ai fait mon premier entraînement, et là j'ai compris que ça allait. Et là tu as compris que ça pouvait te plaire. Et tu es issu d'une famille sportive quand même de base? Est-ce que tes parents t'ont poussé à faire du sport? Non, mon père a fait du rugby une année. Il a fait plus de la bagarre apparemment que du rugby, dans le rugby de l'époque. Mais non, pas vraiment. Par contre, nos parents nous ont, mon frère et ma sœur et moi, nous ont toujours poussé à faire du sport, notamment du sport collectif. Ça a été une prolongation aussi de notre éducation, cet esprit collectif, des sports collectifs de manière générale. Ma sœur a fait du foot du hand, mon frère du foot du rugby, moi du foot et du rugby principalement quand même. Ouais. Donc on a touché un peu
au sport au collectif, sport collectif, en au grand général, sport quoi. collectif du coin et nationaux. Est-ce que tu te rappelles du coup tes premiers matchs, tes premiers entraînements ici à l'US de Saverdun? Premier entraînement, je me rappelle très très bien. Je me rappelle avoir eu mal aux oreilles un peu parce qu'on m'avait mis directement seconde ligne, donc Ça commence à le frotter. frottement c'était un peu. Et je me rappelle surtout être sorti d'entraînement en me disant c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. C'était pas un métier à l'époque, le rugby. Mais je savais que j'avais trouvé une activité qui allait assouvir en tout cas l'acceptation de mon corps un peu démesuré, le fait qu'il soit valorisé dans ce sport, parce que j'arrivais du foot et être grand dans le foot, c'est pas un avantage. Maîtriser moins les appuis peut-être que des gens plus petits, mais au rugby ça devenait une arme. Ouais, parce que tu as pu peut-être entre guillemets en souffrir étant plus jeune de cette grande taille. En souffrir, je sais pas, mais en tout cas, j'étais pas à l'aise dans ce sport-là. Et c'est le rugby du coup qui t'a permis. C'est le rugby qui m'a permis d'accepter ce corps et de le valoriser. C'est ça, parce qu'au rugby, on a besoin des petits, des gros, des maigres, des grands. En fait, tout le monde peut trouver sa place au rugby. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. C'est ça, c'est pas que par philosophie on accepte tout le monde, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Et donc, dans cette condition-là, on apprend finalement à vivre avec les autres et à vivre avec les différences des autres. Et c'est un sport de tolérance en fait, beaucoup. C'est un sport qui apprend que la tolérance de la différence de l'autre. En fait. Mais comme on dit, c'est l'école de la vie le rugby. C'est une phrase qui a toujours été là. C'est l'école de la vie en communauté et de la vie avec les autres. Voilà. Et c'est vrai qu'on est dans un monde qui nous pousse beaucoup vers l'individualisme et je pense qu'il y a quand même quelques garde-fous dans notre société. Et le sport collectif, et le rugby en particulier, justement parce qu'il accepte tous les gabarits, un peu tous les états d'esprit, même s'il vaut mieux pas être trop individualiste quand même. Oui, je pense. Le rugby a cette vertu-là. En tout cas. Tu es donc à l'US de Saverdun et ensuite tu commences à te professionnaliser. Quel est le parcours? Non, il n'y a pas professionnalisé parce que ça n'existe pas le professionnalisme à cette époque, dans le rugby à cette époque. Donc c'est un parcours en fait où comme j'aime profondément ça, je me dis, c'est l'année de transition en fait entre le collège et le lycée, je me dis mais pourquoi ne pas tenter l'aventure de faire un sport-études, je ne sais pas trop où ça allait nous amener, il n'y avait pas de professionnalisme. Mais en tout cas, je pense d'aller confronter mon corps à un peu mieux, à un peu plus. Voilà. Un peu plus de défis, quoi. Voilà, plus de défis. Donc je fais les tests pour le sport-études. Je suis pris. C'était où le sport-études? À l'époque, ça s'appelait lycée Jolimont à Toulouse, qui s'appelle Stéphane Hessel maintenant. Et c'est là que finalement que je rentre dans un apprentissage pointu du rugby. Déjà en volume, parce qu'on s'entraîne tous les jours, et puis en technique, ce que l'on apprend. Donc en 92, c'est ça si je ne me trompe pas, tu rentres à Groyer. Donc ça c'est le début de ta carrière, on peut le dire comme ça? Ouais, c'est le début d'une aventure un peu plus structurée. Le but quand Groyer me recrute, c'est que je joue d'abord avec les juniors et puis très certainement avec la première pour quelques matchs. Et il s'avère que je joue assez vite avec la première et pour tous les matchs en fait. Donc, tu deviens titulaire assez rapidement. Assez rapidement. Parce que certainement j'avais des qualités, parce que le rugby de l'époque le permettait. Il n'y avait pas de concurrence étrangère, il y avait beaucoup de clubs en première division, donc je joue très vite en première division avec les grands et dans le meilleur niveau. Donc ça accélère la formation. Qu'est-ce qui a fait, tu penses, que très rapidement tu deviens titulaire? Est-ce que c'est ce physique hors norme? Parce que peut-être qu'à ce niveau-là, tu te confrontes avec des physiques similaires au tien. Est-ce qu'il y a, tu penses, un truc en plus qui a fait la différence? Je pense qu'à posteriori, pour faire une carrière comme je l'ai faite, il faut pas trop avoir de lacunes quand même. Donc je pense que c'est un peu tout qui a joué. Mais je pense évidemment le physique, surtout pour le poste auquel je jouais. Certainement le mental sur un peu la résilience, parce qu'au départ c'est pas facile de jouer avec l'équipe première, surtout quand on est encore junior, et que il faut avoir un peu des hormones, une capacité d'apprendre, parce que ça je crois que ça a été très important en fait, cette capacité d'absorber. Et puis d'être passionné, quoi, tout simplement, parce que en fait, quand ça passe par la passion, rien n'est une contrainte.
quand on en avait discuté ensemble, tu me disais que tu n'avais pas calculé ta carrière en fait. Non. Il n'y avait rien qui était calculé, c'était simplement la passion qui t'a amené là. Les choses se sont faites telles quelles et c'est peut-être ça aussi la différence. Parce que tu n'étais peut-être pas à la recherche d'eux et tu avais du coup peut-être une mentalité plus appropriée. Ça n'existait pas, il n'y avait pas d'enjeu. L'enjeu c'était de jouer pour un club ou pour un autre, de jouer à un plus haut niveau. Mais la première division de l'époque, comparée à la 3e division par exemple, il n'y avait pas énormément d'écart. Bien sûr. Maintenant, il y a un monde d'écart. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, finalement, l'enjeu, il n'était pas énorme. Oui, c'était peut-être plus facile avant de pouvoir faire sa place qu'aujourd'hui. C'est sûr. Quand je suis arrivé à jouer en première division, je jouais à Groyer, on était plutôt fin de la division. Il y avait 32 clubs. Allez, il y avait 4 secondes lignes par club. Donc, tu vois, j'étais peut-être le 120e ou 130e seconde ligne français à une valeur de joueur et je pouvais jouer en première division. Tu vois après une différence entre le rugby d'avant, peut-être de ton époque, à celui d'aujourd'hui? Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est tout à fait différent. Maintenant, c'est le rugby des plus. Ça va plus vite, c'est plus technique, c'est plus stratégique, c'est plus physique, c'est plus tout. Ouais. C'est plus tout parce que, évidemment, quand tu t'entraînes deux fois par semaine, tu es certainement moins bon que quelqu'un qui s'entraîne 7, 8, 9, 10 fois par semaine. Bien sûr. Puis les règles évoluent aussi. Les règles évoluent, mais après, les règles, je veux dire, ça ne change pas les joueurs, ça change la façon de jouer, mais les joueurs de maintenant sont évidemment bien meilleurs que ce qu'on a. Oui, il y a plus de préparation tout autour. Voilà. Et surtout les secteurs. Et tant mieux. Ouais, tant mieux. Et heureusement, parce que... Pour le spectateur, déjà, c'est une bonne chose. Hein, on a de très bonnes techniques. On a du spectacle, quoi. Et en fait, le niveau d'exigence des spectateurs, il a aussi monté par rapport à ça. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un spectateur de maintenant qui regarderait un match de l'époque, il trouverait ça un peu fade. Moi, je crois qu'il ne faut pas comparer les époques. On peut comparer les joueurs entre eux au moment où ils jouent. Mais comparer les époques, ça n'a pas de sens, en fait. Oui, ça évolue. Il y a tout qui évolue. En 97, tu rentres donc au Stade Toulousain. Ouais. Parce que c'était un rêve quand même, de pouvoir rentrer au Stade Toulousain. Non, pas plus que ça. C'est comme on dit, il n'y avait pas de calcul spécial en fait. Le fait d'aller jouer dans un club qui me permettait de jouer un peu plus haut niveau. Ouais. Quand je suis arrivé au Stade Toulousain, j'étais déjà international. Il y a eu plusieurs questions aussi. J'étais toujours étudiant à Toulouse, je jouais à Dax à l'époque. Et donc, pour un problème pratique, c'était plus facile d'être étudiant à Toulouse et de jouer à Toulouse. Par la suite, on va quand même le citer, 3 championnats de France, 2 Coupes d'Europe, 5 tournois des 5 et 6 nations, record du nombre de capitanats en équipe de France, 42 brassards, et également record des sélections en équipe de France, 118 caps. Au cours de ta carrière, j'imagine que la vie personnelle a dû changer, on doit te reconnaître souvent dans la rue. Est-ce que ça fait quelque chose? Ça vient comme ça, tu commences à être le joueur le plus reconnu par les gens dans les tribunes, chez le boulanger quand tu vas chercher le pain, et puis après un peu plus loin dans le village d'à côté, ici pour le Cap Amier, et puis c'est graduel. C'est graduel, et tu t'habitues graduellement à tout ça. Quand tu passes à la télé, qui est un média quand même formidable, là c'est à grande échelle. Là c'est à grande échelle. Tu vois, tu commences à être reconnu et donc en fait petit à petit tu t'habitues à ça. Parce qu'il y a quand même des attentions qui te sont portées, qui ne sont pas portées à tout le monde. Et puis il y a des circonstances où c'est moins rigolo. Est-ce que tu as quand même une ou deux anecdotes à nous sortir sur ta notoriété? Circonstances positives, il y en a plein qui égrènent toute la vie. Ça m'est arrivé de me faire arrêter par la police et de repartir sans PV. Voilà. Et à l'enterrement de ma grand-mère, il y a le curé qui n'a pas pu s'empêcher de faire mon éloge au moment des obsèques. C'est décalé. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même agréable. Voilà. D'autant plus que quand tu fais 2 mètres et 120 kg, oui, on met pas les gens ne sont pas agressifs. À ce niveau-là, comment on arrive à gérer le perso, le professionnel? Est-ce que c'est compliqué? Quand tu es joueur de rugby, 24 heures sur 24. Donc ta vie perso et ta vie pro, elles sont fondues en fait. C'est une activité où tu ne commences pas à 8h le matin et tu finis à 17h le soir. Il faut bien dormir, il faut bien s'alimenter, il faut aussi
Après, il y a quand même quelques contraintes à ce métier qui sont... qu'il faut aussi assumer. Donc, vie perso, vie professionnelle. elle est assez floue et en plus c'est une passion. Il y a des gens qui ont un métier alimentaire et qui assouvissent une passion. Ensuite, le soir, ou entre midi et deux, enfin peu importe. Bien sûr. et ben, nous, on a la chance que Les deux soient mêlés en Ouais. fait. j'ai l'habitude de dire que j'ai poussé l'adolescence jusqu'à 35 ans. En fait. Ah oui, oui. Tu te lèves le matin pour aller t'amuser avec les copains sur le terrain. Ben, c'est ça aussi. C'est agréable. Ouais. C'est quand même une chance énorme de vivre Un début de vie professionnelle comme ça quand même. Bien sûr. Pour revenir un peu sur le côté sportif de ta carrière, est-ce qu'avant un match, on a des rituels? Est-ce que tu avais un rituel particulier? Ouais, ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé jusqu'à ce que je me rende compte que c'était un peu ridicule. À un moment, j'ai eu le t-shirt qui gagne. Donc, c'est en équipe de France. Et donc, je mettais tout le temps le même t-shirt sous le maillot, en fait. Tu le lavais quand même entre-temps? Oui, bien sûr, quand même. Et justement, un jour, on joue en Irlande et c'était le début des peintures sur les stades pour mettre des pubs en fait. Et ce jour-là, il pleuvait en Irlande, évidemment, comme d'habitude. Oui. Et la peinture a déteint et on a fini tout bleu, comme des schtroumpfs. On était tout bleu. Voilà. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, c'est ma femme qui défait mon sac, ce qu'elle ne faisait jamais, hein, vraiment. Et elle voit ce t-shirt d'étel, là, tout bleu, elle le jette à la poubelle. Ah. On n'a plus gagné un match pendant, je sais pas, 6 mois avec l'équipe de France. Comme quoi, c'est peut-être pas si ridicule que ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui... Tu vois, le t-shirt qui gagne. C'est là que je me suis dit quand même, si tu commences à tomber dans ces rituels, Ouais. parce que j'étais encore un jeune joueur, si tu commences à tomber dans ces rituels, toujours la jambe gauche, ou le t-shirt qui gagne, ou rentrer à cloche-pied, enfin, il y en a vu de tout. Voilà. Ouais. Et en fait, je ritualisais le fait de jamais faire de la même façon en fait. Oui, d'accord, Ouais. de pas avoir de rituel. En fait, Voilà, de toujours pas être... avoir de rituel. Alors les places dans les vestiaires, on avait souvent les mêmes parce que c'était pratique en fait. Il fallait se mettre les avants ensemble. Donc ça on en changeait rarement. De la musique peut-être avant les matchs? Est-ce que Ouais. c'était... Ouais. Bah, ça c'est quand même, on peut pas dire que c'est un rituel, mais c'est quand même, ça permet de se mettre un peu dans le bain, j'imagine, de se Ouais, ça concentrer. permet de se concentrer, de se recentrer un petit Ouais. peu. Ouais, je l'utilisais de temps en temps, pas tout le temps quand même, hein, pas tout le temps. Il y a des fois j'avais envie, des fois moins. Mais est-ce que tu te rappelles peut-être du premier gros chèque que tu as eu? Du premier salaire, Ouais. c'était à Groyer, quand j'ai signé à Groyer. À l'époque, ça se faisait comme ça. Tu allais dans un club et ils te donnaient ce qui pouvait s'apparenter à un salaire en fait. C'était peut-être pas des vrais salaires au début? Ouais, ça Je sais pas. correspondait quand même. Il faut se rendre compte de ce que représente l'argent quand même. À l'époque, ça représentait ce que mon père gagnait. D'accord. Mon père gagnait quand même. Donc, J'avais l'image qu'en fait au début c'était plus de l'indemnité, on va dire, c'était pas tant un salaire, peut-être qu'il n'y avait pas de quoi vraiment vivre à côté, peut-être qu'il fallait avoir un petit boulot à côté. tu ne pouvais pas avoir un salaire du rugby. Ouais. C'était surtout. Il y a des gens qui vivaient du rugby. Certains avaient quelques boulots de complaisance et donc à un moment on a régularisé quelque chose qui se faisait pas depuis très longtemps je pense, mais qui se faisait quand même, voilà. Et puis il y avait quand même quelque chose de fondamental, c'était que le club de rugby, dans le rugby amateur, servait de promotion sociale aux joueurs. Le président, le maire du village, le président du club aidait les joueurs à ouvrir un commerce, Oui. à ouvrir un restaurant, à trouver un emploi, à trouver un emploi aux femmes, Oui. etc. Jouer ce rôle social en fait dans la communauté humaine. Et c'est toujours le cas. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a C'est quand même ce toujours le rôle cas social. dans le rugby amateur. Oui. Le rugby professionnel s'est dédouané de ça en donnant des gros salaires, en se dédouanant de s'occuper de la reconversion des joueurs ou de trouver un métier aux joueurs. Parce que leur métier, c'est d'être rugbyman. C'est les avantages du rugby, je pense. service en fait Beaucoup. finalement Ouais. que tu rends Ouais. à la fois aux joueurs,
Parce que le joueur, finalement, ce qu'on lui demande, c'est d'être bon sur le rugby, et donc il faut essayer d'évacuer... De lui faciliter... d'évacuer autour de lui tout ce qui pourrait être problématique. Tout à fait, ouais. Et puis il faut se rendre compte, quand tu es néo-zélandais, fidjien, Ouais. que tu arrives en France, tu changes de culture, de pays, de temps, de langue, et tu n'as pas une culture de l'écrit et une culture administrative, parce qu'au Fidji, ils ne l'ont pas, il vaut mieux être aidé quand même. Oui, il y a ce rôle social dans le rugby. Moi, je le vois donc à l'UAS. Ouais. C'est très familial, on a toujours plaisir à venir. Il y a une réelle communauté qui s'est greffée autour de ça. Et une communauté, et tu vois qu'avec la communauté, finalement, tout s'agrège autour. Bon, tu as du public, tu as des gens qui sont enthousiastes, tu as des événements nombreux qui réunissent les gens, et les gens sont heureux d'être là. Tu as une équipe qui fait plaisir à voir sur le terrain, qui se bat, qui se donne. Que c'est parce que l'équipe se donne que tu as ce public, ou que parce que tu as ce public que l'équipe aussi ressent ça. C'est sûrement un tout, une osmose en fait. Toujours la poule et l'œuf, et on ne sait pas qui nourrit l'autre. Les gens qui sont dans les tribunes viennent se nourrir des émotions que leur procure l'équipe, et l'équipe se nourrit aussi des émotions que transmet le public quand ils encouragent. Aujourd'hui, cette nouvelle génération qu'on va monter dans le rugby, qu'est-ce que tu en penses ? C'est certainement la première génération en France qui est susceptible de gagner la Coupe du Monde sur son vrai niveau, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là, son vrai niveau ? Parce qu'on a pu gagner la Coupe du Monde, on a fait 3 finales dans notre histoire, et pourtant je pense qu'on n'avait pas une équipe, on n'avait pas des équipes qui étaient susceptibles de gagner la Coupe du Monde. Les joueurs en face étaient meilleurs. Ouais. Les joueurs en face étaient meilleurs. Là, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on est aussi bon, voire meilleur que les autres équipes. Ce n'est pas pour ça qu'on sera champion du monde, parce qu'il faut tout plein de circonstances. Donc là, on a vraiment une génération qui, tu penses, joue à leur vrai niveau. On a vraiment... Non, qui a un rapport de niveau avec les adversaires, ne souffre pas de la comparaison, quoi, tout simplement. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah. Je te laisse l'ouvrir, le découvrir. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tiens, je te montre ça. C'est donc Elodiver, une société sur Saverdun qui fait des cartes connectées en bois. Voilà, Fabien Pelouse. Donc c'est une petite éco. Ouais, en fait, c'est une petite puce NFC. Ouais. Donc tu prends ton téléphone et dessus tu as donc une page qui s'ouvre avec toutes tes coordonnées, avec les liens que tu peux mettre, que tu veux mettre. Tu peux vraiment le personnaliser à 100%. Il suffit simplement de poser la carte dessus. Voilà. Alors tu peux cliquer sur le lien et il y a une petite rubrique qui s'appelle Questions enfants UAS. Exactement. Ah, excellent. Donc je te laisse ouvrir cette rubrique-là et regarder la question numéro 1. Génial ce système. Bonjour Fabien, je m'appelle Teddy, j'ai 13 ans et je joue à l'US depuis l'âge de 4 ans. Est-ce que tu te souviens de ton premier match avec l'équipe de France ? Oui, bien sûr que je me souviens du premier match à l'équipe de France, parce que c'est quand même un moment marquant d'une carrière, et c'était à l'Argentine, contre la Roumanie, tu vois, c'est peu commun quand même. Il y avait une compétition qui à l'époque s'appelait la Coupe latine. Et donc j'étais parti là, et puis je me rappelle après ma première sélection, m'être dit bon, mais ça c'est fait. Voilà, à jamais je serai international de rugby de l'équipe de France. Et ce premier match en équipe de France, il a été gagné quand même ? Oui, on avait gagné assez largement, et j'avais marqué un essai. Ah. Ouais, j'avais marqué un essai. Je crois que dans toute ma carrière internationale, je dois en avoir marqué 5. Donc tu vois, j'en ai marqué un au premier, et après en 118 sélections, j'avais marqué, à 117 sélections, autres sélections, j'en ai marqué que 4 je crois. Donc ouais, je n'avais pas marqué beaucoup. Je te laisse regarder la deuxième. Bonjour Fabien Pelouse, j'ai une question à vous poser. Qui est votre joueur préféré actuellement, et merci, au revoir. Comme tout le monde, je crois, mon joueur préféré c'est Toto Dupont, parce qu'il est dingue dans le sens où on s'attend à ce qu'il fasse des choses exceptionnelles, et il fait encore mieux. Ouais. Et il fait encore mieux. Le joueur qui m'avait fait cette impression, c'était Serge Blanco à l'époque, qui a été un modèle aussi pour tous les rugbymen. Tout le monde voulait lui ressembler dans son côté spectaculaire. Et je trouve qu'Antoine Dupont, il est dans cette veine-là, mais en plus, il a un poste qui lui permet de toucher énormément de ballons. Et donc, de devoir faire des exploits à chaque minute. Et puis, pour le symbole qu'il véhicule, je trouve que c'est un sportif zéro défaut, quoi. Oui, c'est vrai, hein, c'est l'image qu'on en a. Ouais. Exactement.
Bonjour Fabien, qu'est-ce qui te plaît le plus au rugby? Ah, ce qui m'a le plus plu au rugby, en tout cas dans l'activité, c'est qu'il a correspondu à un état d'esprit, à l'envie de partager avec les autres. Ça, c'est fondamental pour moi. Ce rapport d'opposition aussi, physique, entre les joueurs, qui m'a permis de valoriser le corps un peu démesuré que j'avais à l'époque. À un moment, tu as besoin aussi, Bien sûr. un peu comme ça, d'être dans l'adversité, pour pouvoir sortir un peu... sortir des émotions et mettre un peu plus d'engagement, un peu plus d'intensité dans ce que tu fais. Voilà. Bonjour Fabien, j'ai une question à te poser. Quelle a été ta première réaction quand on t'a proposé de jouer au Stade Toulousain? C'est Guy Novès qui, pour la petite histoire, on sortait d'un quart de finale perdu contre le Stade Toulousain à Dax et il m'attrape dans le couloir qui nous ramenait, il me dit il faudra qu'on se parle quand même. J'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière, quoi. Voilà, qu'il y avait quelque chose derrière. Et arriver avec un statut d'international au Stade Toulousain, c'est quand même mieux que d'arriver et de faire à sa place, parce que la marche est haute quand même. Ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, l'arrivée au Stade Toulousain était difficile, dans la mesure où j'augmentais mes doses d'entraînement quand même de manière très significative en arrivant au Stade Toulousain. Et donc il a fallu que je m'acclimate physiquement, en tout cas au rythme. Ouais. Et il m'a fallu 2-3 mois pour prendre le rythme et se mettre à niveau physiquement. Et pour arriver à passer le cap. Alors, question numéro 5. Bonjour Fabien, te souviens-tu de ton dernier match en tant que joueur de l'UAS? Celle-ci, elle est dure, non? Peut-être. Je ne saurais pas te dire quelle semaine. Parce que je pense même que lorsque j'ai joué ce match, je ne savais pas que j'allais partir de l'UAS l'année suivante, parce que ça ne se faisait pas comme ça. Je pense qu'on devait avoir fini en mai, quelque chose comme ça, puisqu'on n'avait pas été qualifié pour les phases finales de mémoire. Je me doutais bien que j'allais quitter Saverdun, mais je ne savais pas. Effectivement, je ne savais pas quoi. Oui, le dernier match n'était pas le dernier match, quoi. On peut enchaîner donc du coup avec la dernière question. Bonjour Fabien Pelouse, c'est quoi votre plus beau souvenir sur le terrain? Ah, il y en a plein, parce que j'ai eu une carrière très longue. Il y en a 3 qui me paraissent plus importants que les autres. C'est la demi-finale à la Coupe du Monde 99, parce que c'était un moment un peu exceptionnel et qui a dépassé un peu le cadre du rugby. On bat les Blacks à Twickenham, avec tout un stade qui chante à la Marseillaise. Twickenham qui chante à la Marseillaise. C'est assez peu... voilà. Et c'est un match qui a marqué le début du professionnalisme aussi. Donc qui a ancré le rugby dans un autre mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que ça a été un match important. Ça, c'est l'équipe de France. Il y a aussi, avec le Stade Toulousain, le premier titre européen contre Perpignan, à Édimbourg, parce que c'est la première fois que j'ai senti qu'on était programmé pour être champion et qu'on l'a fait. Comme quelque chose d'inéluctable, comme un rouleau compresseur. J'ai senti une équipe, évidemment, mais un club, une région mobilisée autour de son équipe pour c'était le moment pousser. Voilà. Et puis après, et ça surprend souvent les gens, peut-être le match le plus important de ma carrière, c'est avec Saverdun que je l'ai joué. C'est un Saverdun-Pamiers, un Pamiers-Saverdun plutôt. Un derby. À Balussou, où moi j'étais encore cadet. Et je jouais avec la première, et on avait gagné à Pamiers. Et moi j'étais champion du monde à ce moment-là, parce que mon monde c'était Gibel, Mazères, Saverdun et Pamiers. C'est le territoire, quoi. Voilà, et parce que je n'étais jamais sorti de là, pour ainsi dire, quoi. J'étais jamais sorti de là. C'était mon monde. Et je suis sur la dépêche. Tout l'engouement du territoire, l'osmose. Il y a tout ça, il y a quelque chose qui se passe. Et donc ça a été, moi je pense, un match déclencheur, un moment fondateur en fait pour mon rapport avec le rugby en tout cas. On remercie du coup les enfants de l'école de rugby de Saverdun pour ces questions. Pour finir cette interview, quand on est international, quand on a une si grande carrière, est-ce qu'on prépare sa retraite? Ah oui, il vaut mieux, oui. Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux préparer la retraite parce qu'en fait, on se retrouve devant le grand vide, moi j'appelle ça. Notre vie, elle est rythmée. Moi, elle était rythmée par les matchs, donc les entraînements, donc l'entraîneur ou le manager qui te dicte ton calendrier en fait, de la semaine, ton planning de la semaine. Et quand ça s'arrête,
il n'y a plus personne pour te dicter ton plan. Il faut se prendre en main. Donc il faut se prendre en main et donc il faut le préparer un petit peu. Ouais. Mais tu peux encore faire du sport et nous, comme on est habitué à se donner des objectifs, moi je me suis Il y a ce redonné- mindset qui est en place. des objectifs sportifs. Un objectif sportif que tu t'es donné donc après ta carrière, il me semble, c'est le judo. Ouais, j'ai repris le judo. Et, enfin, j'ai pas repris, j'ai pris le judo. Ouais, parce tu as commencé le judo. Voilà, j'ai commencé le judo. Et tu es devenu ceinture noire en quoi? En 2 ans, 3 ans? Ouais, en 3 ans. Mais, En 3 ans c'est pas un exploit non plus. Hein, mais, Ça reste quand même. Je partais pas de zéro. Hein. Bon, oui, est-ce qu'on met tout ça sur ton gabarit aussi? Parce que ça peut aider. Hein. Ah oui, ça aide beaucoup. Ça peut aider, Ça aide beaucoup. Ça fait pas tout, Non. mais ça aide quand même. Ouais, j'entends Comme au bien. rugby, hein, quand tu cours vite, que tu cours longtemps et que tu es massif. Ouais. Et au rugby, déjà, tu as quand même trois trucs qui peuvent Et puis faire de si en toi, plus de ça, t'es voilà. câblé là-dedans, bon, voilà, c'est foutu quoi. Donc ouais, il faut se redonner des objectifs et faire en sorte que en fait, le grand vide, il se remplisse. Et aujourd'hui, tu as donc un restaurant à Nayou. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Nous donner envie d'y venir En goûter fait, les spécialités. En fait, c'est quand le village de marque de Nayou s'est monté, avec un ami du rugby, qui est restaurateur de profession, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire quelque chose ensemble. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que au départ, c'est un investissement Économique, Bien sûr. voilà, financier. Bien sûr. mais c'est devenu finalement une aventure De potes, déjà nous deux avec Sébastien, la relation avec tous nos fournisseurs, Ouais. et puis le plaisir qu'on a, le plaisir que j'ai à aller au restaurant et vous discuter avec les gens et de leur raconter un petit peu l'aventure, le fait qu'on a mis 9 heures de glace, Bien sûr. qu'on a des fruits qui viennent de la production juste à côté, que tout ça, quoi, que Mettre en avant le territoire, en fait, au pain, travers, le pain, le boulanger de Nayou, il bien le sûr. fait spécialement pour nous. C'est une aventure humaine en fait. Ça fait partie d'une aventure humaine. C'est tout le temps des aventures humaines. Bien sûr. Voilà. C'est le Club 15 Ouais. à Nayou. Si on devait choisir un plat, ce serait lequel? Bon, dans le coin, c'est le cassoulet quand même. Le cassoulet ouais. C'est la recette de ma grand-mère qu'on a. Mais en fait, tout est bon quand même. Ben, j'entends. J'aimerais goûter le Non, cassoulet. mais, en plus, je te dis le cassoulet, mais on a une carte, on essaye de construire une carte qui convient à tout le monde, parce que c'est vrai que le cassoulet est très tradit, on a des plats très tradis, on a des plats aussi plus modernes, entre guillemets, un peu plus lighty, parce qu'il faut quand même rentrer dans le 36 après avoir mangé. Voilà. Exactement. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais tu as reçu la Légion d'honneur. Ouais. Comment on reçoit la Légion d'honneur? Ben, on ne sait pas comment on la reçoit. On m'a appelé un jour, et on m'a annoncé que j'allais être de la prochaine promotion de la Légion d'honneur. Ben, c'est quand même un grand honneur. Moi, j'ai fait le bien à travers les émotions que j'ai pu donner, donner sur le terrain. Bien sûr. Et ça me va très bien. Hein, Ouais. voilà. J'avais cette qualité-là. Il l'exploitait comme ça. Et je suis surpris de voir le nombre de gens qui me remercient, en fait. Qui me remercient quand je les croise. Merci pour la carrière que vous avez faite, et merci pour les émotions que vous nous avez données. Si ma carrière a pu amener ça aux gens, eh ben, c'est déjà ça, je trouve. C'est chouette. Je suis fier de ça, et je suis fier finalement d'être reconnu en ce sens. Et en 2023, du coup, tu interprètes donc le rôle de Patrick Delmas, donc le président du club local de rugby assassiné et au passé trouble dans le téléfilm Meurtre à Montauban. Ah, je suis un sale mec. Meurtre à Montauban. Donc là, on va vous passer directement la bande-annonce. On va remonter dans le classement. Et désormais, un seul objectif, le top 14. Tous les ans, on célèbre la victoire du siège de Montauban. C'est si important que ça, cette fête? C'est le plus gros événement de la ville. Qui vient troubler les valeurs de l'Ovalie? C'est un ancien joueur de rugby professionnel. Qu'est-ce qu'il faisait là? C'était l'invité d'honneur. Tu fais donc une apparition Oui. assez brève, hein. assez brève. Assez Hein. brève. Bon, tu prends une balle en pleine tête. Voilà. Comment ça se passe? On t'a Je suis contacté? mort à monter. Ouais. On t'a contacté pour ce film? Ouais, on m'a contacté.
une connaissance locale qui m'a appelé et il m'a dit oh, on cherche un président de club pour jouer une scène sur la place royale à Montauban. Il y a 2 jours de tournage et franchement c'est marrant de découvrir. de découvrir une autre activité et de voir un monde que je connais pas du tout. C'est pas du tout un objectif de vie d'être acteur, mais franchement c'était sympa à vivre et tu vois je referai une expérience pareil dans les mêmes circonstances, faire une apparition, pas vraiment quelque chose de construit, mais à l'occasion c'est sympa à faire. Voilà. Et tu as dû te préparer quand même, comment ça se passe? Tu as dû préparer un peu ton rôle? Oui, tu as un texte, donc j'ai appris mon texte. Ouais. Et après j'ai essayé de le faire un peu naturellement. Et puis il y avait quand même pas mal de bienveillance autour de moi parce qu'ils savaient bien que je n'étais pas un professionnel et qu'il fallait m'accompagner un petit peu. Alors je pensais être maquillé avec le sang qui coule, tout ça, la grenadine et tout. Non, rien. Non. Ils ont tout fait en post-production. Ouais, c'est des effets spéciaux. Ouais. C'est des effets spéciaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Fabien, pour la suite? Que ça continue comme ça, que je continue à prendre du plaisir à regarder des matchs, à venir m'asseoir dans les tribunes à Saverdun, au Stade Toulousain ou sur n'importe quel terrain, que dans ma vie professionnelle ça continue à bien aller aussi. Et vivre plein d'émotions, voilà, plein d'émotions, des émotions différentes, mais surtout des émotions collectives parce qu'on ne se rend pas compte, mais des émotions collectives elles sont rares dans une vie quand même. Oui. En tout cas, merci Fabien de nous avoir accordé ce petit moment. Puis on te dit peut-être à bientôt sur les terrains de l'US ou sur d'autres terrains. Merci à toi.